toujours des choses et il faut bosser le vrai cours quand même. Là, effectivement, c'est 2 cours. Du coup, je ne sais plus, ça fait 6 heures ou 4 heures, je ne sais plus. Mais franchement, vous allez voir, aujourd'hui, c'est assez soft. Parce que ce n'est pas des cours très compliqués. Du coup, c'est plus de la compréhension. L'UE3, de manière générale, c'est de la compréhension plus que de l'apprentissage pur et dur. Du coup, voilà, première approche. On va voir un petit peu deux choses qui se font lien, mais qui sont un peu différentes. Et c'est parti. Alors, du coup, qui connaît, comme ça, hein, les acides et les bases? Qui a fait ça un petit peu? Tous? Ouais, du coup, voilà. Bon, ça va. Déjà, vous avez quelques notions. Donc, on commence par ça, équilibre acido-basique au sein du corps. Alors, donc, je reviens sur des notions peut-être que pas tout le monde a. Hein. Qu'est-ce que c'est un couple acide-base? En gros, c'est ça. Vous avez fait oxyde de réduction aussi? Donc, un couple acide-base, c'est ça. Vous avez l'acide qui est toujours écrit à gauche et la base qui est toujours écrit à droite. La définition, c'est qu'un acide, c'est une espèce capable de céder un proton. Les protons, c'est H+. Et une base, c'est une espèce capable de capter un proton. Vous voyez bien qu'ici, on a un AH. Le H est mobile, du coup, par rapport à l'électronégativité, etc. Du coup, le H peut aller se greffer sur une base. Et inversement, et ça, c'est toujours, continuellement. Chaque couple acide-base peut se comporter comme un tampon. Alors, tampon ou solution tampon, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est une solution tampon ou un tampon? En chimie, une solution tampon est une solution qui maintient approximativement le même pH malgré l'addition ou la suppression de petites quantités d'un acide ou d'une base ou malgré une dilution. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui a un pH à 7 par exemple. Si on rajoute un tampon dedans, peu importe que vous allez mettre, vous rajoutez de l'acide citrique ou du chlorure de potassium ou je ne sais pas quoi, grâce à ce tampon, vous allez rester approximativement autour de 7. Un tampon, c'est ça. C'est pour maintenir un pH. pH, vous savez ce que c'est? Approximativement. Potentiel hydrogène, du coup. On ne détaille pas vraiment ce que c'est dans le détail dans le cours, donc on ne va pas trop dessus. Mais en gros, c'est l'acidité ou la basicité d'une solution. On a une petite constante, c'est la constante d'acidité Ka du couple, qui est importante pour préjuger de l'acidité de la solution. Donc ce couple-là, par des valeurs avec le pK. Le pK, on n'en parle pas trop dans ce cours. On n'en parle même pas du tout, pratiquement. Donc il y a le pK, il y a le K, il y a plusieurs constantes comme ça. Et le Ka, du coup, c'est la constante qui décrit l'acidité du couple. Donc elle est donnée par la relation H3O+, fois A+, sur, A- sur AH. Donc en gros, c'est la concentration en acide fois l'acide divisé par la base. Okay, ça, c'est une petite formule à connaître. Encore une fois, pas de calcul en UE3, donc vous n'aurez pas de calcul, normalement, hein. Vous n'aurez pas de calcul ou quoi, avec division, des multiplications. C'est juste des formules qui sont à connaître, on peut vous piéger sur qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Oui. Juste comme UE1, il y a aussi un cours sur acido-base. Oui, exactement. Et du coup, il y a quoi qui est différent entre les deux cours? Là, c'est plus appliqué. En fait, l'UE3, c'est plus appliqué sur la physique du corps humain. Du coup, tu vas un peu voir comment ça se passe voilà, au niveau du corps humain, où est-ce que l'acide entre en compte, où est-ce que la base entre en compte, qu'est-ce qui se passe mécaniquement et tout. L'UE1, c'est vraiment la chimie, voilà, qu'est-ce que c'est une base. Le cours du 1 est un complément très très intéressant de ce cours. Merci. Voilà. Et qui se rapproche d'ailleurs de ce que vous avez fait sûrement en terminale. Un peu moins celui-là. Donc voilà pour l'acide base. Et ensuite, il faut savoir que l'eau, c'est une espèce qui se définit à pH neutre. Donc le pH neutre, c'est 7 aux alentours de 7. Et c'est une espèce amphotère. Vous savez ce que c'est une espèce amphotère? Voilà. Donc ça se comporte comme une base, soit comme un acide. Très bien. Ça, ça va de combien à combien le pH? Très bien. Donc plus on va vers 0, plus c'est acide. Et là, c'est pas basique. Donc voilà, et vous savez que basique, on dit aussi alcalin. C'est deux synonymes. Du coup, voici le diagramme à peu près. Il y a quelques, ça c'est pas à connaître, mais il y a quelques trucs qui montrent qu'est-ce qui est basique, qu'est-ce qui est acide. La neutralité, c'est autour de 7. Et les formules qu'il faut connaître pour trouver le pH, pareil, pas de calcul avec des logs et pas de calculette. Hein. Donc c'est log sur 1 divisé par H3O+, est égal, si on convertit avec les maths et tout, vous pouvez faire ça avec Sacha après, je ne sais pas si vous allez faire, moins log, etc. etc. Bref, ça c'est des formules à connaître, mais pareil, pas d'application numérique. Enfin, quoique, je dis ça, on ne sait jamais, des fois il y a des QCM, mais plus en écurie plutôt qu'en anal, des QCM où on mettra des trucs super logiques en mode 10 ou 1 ou quoi, et c'est des calculs qu'il faut savoir faire automatiquement. Quoi. Mais normalement, c'est pas très dur, mais ça arrive très rarement. Voilà pour le couple acide-base. Du coup, dans le corps humain, si on l'applique, on a plusieurs milieux. Donc, qui dit différents milieux dit différents pH. En fait, dans le corps humain, chaque chose et son action, chaque organe fonctionne à certaines constantes physico-chimiques. C'est-à-dire que votre cœur va peut-être fonctionner à une certaine pression, à une certaine température, à un certain pH, etc. Et le pH, c'est très, très, très important pour les réactions chimiques. Du coup, on a plusieurs milieux, et là, il n'y a pas tout, hein,
Mais en gros, dans le LCR, donc vous vous rappelez, le LCR, c'est le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien qu'on voit dans le cerveau. Rappel, il va dans les méninges et tout, il va dans le plexus, enfin, il est sécrété par le plexus choroïde, etc., etc. Du coup, le pH du LCR, il est entre 7,3 et 7,35. Il est un peu plus bas que le pH sanguin qu'on va voir juste après. Donc, c'est à peu près neutre. On a le pH de l'estomac, qui est à pH 1, qui est très, très acide. Vous savez pourquoi il est très acide, le pH de l'estomac? Exactement, voilà. Donc, c'est sûrement le pH le plus acide du corps humain. Donc, il est utile pour dissoudre les aliments. Et justement, cette acidité est problématique. C'est pour ça que des fois, on a mal au ventre, parce que l'acidité peut être trop forte. Et dans ce cas-là, on prend ce qu'on appelle des IPP. Ce sont des inhibiteurs de la pompe à protons. La pompe à protons, comme son nom l'indique, c'est une pompe qui va capter les protons de l'extérieur pour les amener dans la lumière de l'estomac. Et les protons, c'est ce qui fait l'acidité dans le couple pH acide-base. Du coup, voilà. Et ça, du coup, quand l'acidité est trop importante et mal contrôlée, on a des ulcères de l'estomac. Ça, c'est un point assez important. Dans la vessie, on a un pH qui est de 4,5 à 8,5. Donc là, autant vous dire que c'est assez étendu. Et ça, en fait, ça dépend concrètement de ce que vous mangez, de ce que vous buvez et de comment fonctionnent vos reins, etc. Et les systèmes tampons qu'on va voir après. Et dans le muscle, vous avez un pH qui est de 6,1 à 7. Donc, il est un petit peu plus acide. Pourquoi? Parce que dans l'activité physique et sportive, du coup, quand on fait fonctionner les muscles en conditions anaérobies, en conditions anaérobies, du coup, votre muscle va produire des composés, notamment l'acide lactique qui est acide. C'est pour ça que ça fait un peu plus acide que neutre et basique. Voilà à peu près les ordres de grandeur. Donc ça, c'est dans les organes. Il y a d'autres choses, évidemment, mais là, c'est l'essentiel. Et vous avez dans le sang artériel. Donc le sang artériel, comment on recueille le sang artériel? C'est un examen qui est très, très important à savoir faire à la suite des études. C'est la gazométrie artérielle. Donc en fait, on vient piquer directement dans l'artère radiale, là où on sent le pouls. On cherche le pouls, on prend une aiguille et on pique à 90 degrés, un petit peu, ouais, ça dépend, 90 ou 45. On vient piquer dans l'artère directement pour recueillir le sang artériel. Ce qui est différent de la prise de sang que vous faites avec l'infirmière ou quoi, qui pique dans les veines. Okay, ça s'appelle la gazométrie. Et du coup, c'est un examen très très important devant tout patient qui est instable et qui a des problèmes, parce que ça donne énormément d'informations. À savoir, alors là, attention, petit détail, mais vous aurez le temps de voir ça plus tard. Hein. Le prof, je sais comment il s'appelle, il vous dit que la concentration en H+, dans le sang artériel, c'est de 40 nanomoles par litre. Je ne sais pas si ça a changé, mais en gros, une année, c'était une erreur. Ce n'était pas 40 nanomoles, c'était 40 millimoles. Voilà, donc juste cette valeur, elle est écrite dans le cours encore cette année, mais il me semble qu'à l'oral, il dit « Ah, je me suis trompé et je ne change pas sur mon diapo ». Donc, vous verrez, vous avez le temps, mais notez bien là, mettez un petit truc bizarre. Et c'est pas nanomol, ce sera peut-être millimol. Voilà, c'est un peu bizarre, hein, je sais, mais c'est des joies de la papier. Du coup, dans le pH du sang, enfin, approximativement, le pH du sang est à 7,4. Okay, donc, il est un petit peu plus basique. On accepte des valeurs physiologiques 7,38, 7,42. Donc, si on vous dit pH du sang normal, c'est entre 7,38 et 7,42. De façon un petit peu étendue, on accepte même 7,35, 7,45. Okay, donc, vraiment physiologique, c'est 38, 42. Et à peu près normal, ça sera des états en fait compensés, c'est 37,35, 7,45. Si vous êtes au-dessus ou en dessous de ça, vous avez des problèmes acides ou basiques. Donc, acidose ou alcalose. On verra. Et du coup, par contre, si on descend en dessous de 6,7, on va mourir. Si on va au-dessus de 8, on va mourir. OK? Donc, aussi, voilà. Mais... Donc, ça, c'est vraiment les limites vraiment physiologiques. Si on dépasse ça, ça devient vraiment, vraiment dangereux. Donc, 6, 7 et 8. Je parle du sang, bien sûr. Hein, parce que là, vous voyez bien qu'on a 1. Donc là, on n'a pas parce que c'est dans l'estomac. Mais au niveau du sang artériel, là, c'est grave. Comment on peut descendre? Comment on peut descendre? Bah, c'est avec plein de trous qu'on va voir après, avec les tampons notamment. En fait, dans ton plasma, tu as des molécules qui sont pas des protéines qui viennent tamponner, du coup, si tu es trop acide ou trop basique. Et si ces tampons ne fonctionnent plus, bah, l'acidité monte en flèche, la densité monte en flèche, et du coup, bah, tu as des problèmes. Okay. Et ça, c'est lié à plein de choses. C'est lié à ce que c'est lié à quand tu manges quelque chose, si ça passe dans ton sang, bah, ça peut être trop acide, trop basique. Tu peux avoir des organes qui libèrent plus de déchets organiques que d'autres. Et voilà, c'est tout un consensus avec plein de choses différentes. Du coup, qu'est-ce qui est acide et qu'est-ce qui est basique? C'est très, enfin, c'est pas exhaustif du tout, hein, mais voilà de quoi on vous parle. Donc, qu'est-ce qui va rendre votre sang plus acide? C'est l'acide volatile CO2. De 1, c'est lui l'acteur principal. Donc, le CO2, vous savez tout ce que c'est. Le CO2, du coup, quand vous l'inhalez, quand il va passer dans vos
dans vos poumons, dans vos alvéoles, il va aller dans votre sang un petit peu. Et du coup, alors, je dis, on inhale de l'O2, hein, mais quand on inhale, il y a aussi un peu de CO2 qui rentre. Du coup, ce CO2, il va s'associer avec l'eau dans le plasma pour former de l'acide carbonique H2CO3, donc CO2 plus H2O plus H2CO3. Et celui-là, il va se décomposer spontanément en protons, H+, et HCO3-, bicarbonate. Okay. Du coup, en se décomposant, il va donner des H+. Donc, il va créer de l'acidité. C'est pour ça que le CO2 est pourvoyeur d'acide dans l'organisme. Ça, c'est l'acide volatile. Et on a les acides fixes. Les acides fixes, c'est des acides qui vont être métabolisés, en fait. Il y en a plein. Là, c'est vraiment une petite partie. On retrouve l'acide lactique avec les muscles, l'acide phosphorique, l'acide citrique, etc., etc. Il y en a plein. C'est ce qu'on a. En fait, c'est ce qui, dans notre corps, est créé de manière spontanée avec des réactions chimiques de partout. Et c'est aussi ce qu'on apporte par l'alimentation ou les boissons. Du coup, il y a des aliments, et surtout les sodas qui apportent l'acidité. Les sodas, bon, vous en doutez bien que c'est acide. Et notamment comme aliment qui apporte, c'est plus détaillé en cours, je crois. Avant, il y avait un petit peu des trucs, mais notamment la viande. La viande rouge, c'est très c'est acide, il ne faut pas trop en manger en excès. Du coup, ça, c'est comment les acides rentrent. Et comment les acides sortent. On a deux voies pour faire sortir les acides. Donc, soit c'est des voies qui sont régulées. Donc, on peut avoir l'élimination rénale, donc aller aux toilettes, tout simplement. Et l'élimination pulmonaire, donc en respirant. Quand vous respirez, vous retrachez du CO2. Donc, vous retrachez en fait de l'acide. Enfin, vous ne retrachez pas directement de l'acide, mais vous retrachez le CO2 qui, du coup, ne pourra pas donner d'acide. Ça, c'est les deux trucs régulés qui sont très importants qu'on va revoir après. Et non régulés, on a la transpiration, la sueur, les sucs digestifs. Donc voilà, quand vous transpirez, forcément, vous avez de la sueur. Et en fait, cette sueur, elle va enlever, ça va faire évaporer les molécules acides. Voilà, et ça, c'est moins important, mais il faut savoir que c'est non régulé. Ça, vous pouvez pas. C'est pas fait en fait de façon à venir tamponner l'acidité. Alors que ça, c'est vraiment calculé. C'est en mode, ok, c'est trop acide, donc on va éliminer avec les poumons ou avec le rein. Là, c'est vraiment dépendant de ce que vous faites. Ensuite, pour ce qui est d'entrée des alcalins ou des bases, donc alcalin-base, c'est la même chose. Hein. Donc, comment ça marche? C'est avec les molécules acceptant des protons. Donc, ça, c'est des molécules particulières. On vous en cite 3. Vous avez l'ammoniac, NH3, pardon, qui va capter des protons en donnant NH4+. Vous avez le HPO4-, et HCO3, c'est le bicarbonate, c'est le plus important qu'on va revoir. Donc, ça, c'est des molécules qu'on trouve dans plusieurs choses. Donc, ça, si vous les prenez, ce sont des bases. Ensuite, une phrase un petit peu compliquée, mais qui à connaître pour le coup par cœur, sans vraiment on va essayer de comprendre. Tout sel formé d'un cation minéral, donc cation, c'est, vous savez ce que c'est, hein, c'est un ion avec un plus là, et d'un anion, donc un ion avec un moins, métabolisable, va libérer du bicarbonate. En fait, l'exemple classique, c'est le bicarbonate de sodium. Donc, c'est un sel. Un sel, c'est quoi? C'est un cation plus un anion. Donc, Na+, qui se colle à HCO3-. Du coup, ça se met ensemble et ça fait un solide. Okay, donc, c'est Na, HCO3. Et ça, c'est le bicarbonate de sodium. Et ça, en fait, si vous le prenez, le Na va se tailler et le HCO3- va rester. Et c'est HCO3-, qui est une base importante, c'est le bicarbonate. Okay, c'est surtout lui qui fait la basicité. Et ensuite, qu'est-ce qui apporte des bases? Ce sont les fruits et les légumes. Donc, les légumes, ça apporte des bases. Les fruits, attention, c'est paradoxal, surtout les agrumes. En fait, les agrumes, citron et tout, c'est acide, on est d'accord. Mais quand vous les prenez, votre corps va les métaboliser afin de créer des bases. Pardon. Donc, ok, l'aliment en soi est acide, mais une fois dans le corps, il y a des réactions chimiques, cycle de Krebs, etc. Quelqu'un veut le cycle de Krebs? Bon. C'est un lien, en tout cas. Et du coup, ça métabolise et ça donne des bases. Donc, attention, petit piège, pas de confondre le citron, on acidifie notre corps. Et ensuite, les eaux minérales, tout ce qui est eau de Vichy, toutes les eaux un peu dégueulasses, tous les trucs voilà, qui font bon qu'on transite et tout, c'est un peu plus basique que la. Et les sorties, je me suis trompé, c'est base. Les sorties de base, c'est exactement pareil que les sorties d'acide. C'est élimination rénale, élimination pulmonaire. Juste par contre, on est en sueur et tout, voilà, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Bilan acido-basique. Du coup, au final, avec toutes ces entrées, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, avec ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qui se passe au niveau de notre corps, on a plus de H+ qui sont créés plutôt que de bases. Donc, au final, on a tous un corps qui va tendre à être plus acide que basique. C'est la tendance à l'acidification. Pour pallier à ça, il va falloir venir calmer ça, sinon on serait trop acide et ça serait grave, on descendrait peut-être en dessous de 6,7, en tout cas dans le sang.
Du coup, on va avoir deux systèmes régulateurs, la neutralisation avec les systèmes tampons, on va un peu détailler, et l'élimination avec les poumons et les reins. Donc, neutralisation, c'est vraiment des tampons qui vont venir faire en fait compensation avec les acides. Donc, si c'est trop acide, on va apporter des bases. Si c'est trop basique, on va apporter de l'acide. Et l'élimination, c'est vraiment ce qui va nous faire recracher les bases ou les acides. Donc, par exemple, l'acide avec le CO2. L'acide avec le CO2, si on en a trop, tout simplement, on va plus respirer, on va plus expirer pour recracher plus de CO2. Pareil, si on a trop d'acide au niveau rénal, on va plus aller aux toilettes pour plus éliminer des H+. Et ça, c'est quelque chose qui est très régulé. On ne le sent pas, c'est inconscient, mais c'est régulé. Et la régulation, du coup, se fait bien par 3 points. Le point le plus important qui régule le plus, ce sont les systèmes tampons. Ensuite, on a la ventilation. Et ensuite, on a l'élimination rénale et la réabsorption rénale qu'on apporte. Donc là, l'ordre est très important à retenir. C'est d'abord les tampons qui font le plus d'action, ensuite ventilation et ensuite rénale. Du coup, système tampon. Alors, c'est un peu abstrait, c'est un peu difficile à se représenter. Mais en gros, on a deux endroits où il y a des tampons. Soit ils sont extracellulaires, à l'extérieur des cellules, soit ils sont intracellulaires. Alors, dans l'extracellulaire, il y en a plus, mais en vrai, lui, il est un peu plus puissant. C'est-à-dire, en extracellulaire, vous avez le plus important, on a revu un petit peu encore avant, c'est le tampon bicarbonate du plasma. Donc, dans le plasma, vous avez des bicarbonates, donc c'est le HCO3-. C'est lui qui marche le plus. En fait, il y en a les bicarbonates, du coup, il y en a beaucoup dans le sang. Mais d'un point de vue vraiment chimique propre, ce n'est pas très efficace comme tampon. C'est-à-dire que donc, le pKa, vous savez ce que c'est, il n'est pas proche du pH du sang. Enfin bref, c'est un truc pas très intéressant. Mais en gros, au niveau vraiment des nombres, des caractéristiques du tampon, du carbonate, ça ne marche pas très bien. Mais comme il y en a beaucoup dans le sang, dans le plasma, ça peut bien fonctionner. Okay, donc c'est le tampon le plus important. En fait, on le voit là. Tout à l'heure, on avait dit que le CO2 avec l'eau donnait de l'acide carbonique qui se décomposait en H+. Et en fait, en se décomposant en H+, il donne aussi du HCO3-. Okay, un petit peu. Et bien, c'est ce tampon-là, c'est lui, en fait, qui va venir compenser le H+. Vous avez bien ici un acide, et ça, c'est une base. Du coup, il vient tamponner et éviter que ce soit trop acide. Donc, dans le plasma, le plus important, c'est le tampon bicarbonate, qui du coup vient combattre l'acide. Vous avez aussi le tampon phosphate du plasma, encore une fois dans le plasma. Pareil, c'est la même chose, sauf que c'est une autre réaction chimique. Vous avez les protéines du plasma, il y a plein de protéines différentes qui viennent tamponner l'acidité. Donc là, encore une fois, c'est que des tampons qui vont combattre l'acidité. Parce qu'on a tendance à plus acidifier. Vous avez le tampon des urines. Donc on retrouve l'ammoniac, qu'on a vu tout à l'heure, NH3, les phosphates encore. Et ça, c'est important pour la lutte des calculs rénaux. Donc en fait, au niveau du trajet urinaire, au niveau du système urinaire avec les reins, les uretères, la vessie, l'urètre, on peut avoir des formations de calculs. Vous savez ce que c'est, des calculs? Enfin, c'est quand du coup vous avez des. Hein? Pardon. Non, pardon. Du coup, quand vous avez trop d'acidité, vous pouvez avoir des précipitations de calcium. Et en fait, c'est juste des cristaux de calcul, des cristaux de calcium qui font des calculs et qui se bougent dans vos systèmes urinaires. Et ça peut faire des grosses complications avec l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, etc. Oui. On dit qu'on a des cailloux dans le sang, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est des cailloux en fait. Enfin, t'as dit quoi, des cailloux, t'as dit? Des cailloux. Ah oui, non, cailloux, voilà. C'est différent entre caillot et caillot. Caillot, c'est du sang, du coup, c'est quand ça thrombose et tout, le sang coagule trop, ça fait des caillots. Et calcul, c'est vraiment du calcium. Donc voilà, du coup, ce tampon sert à éviter justement les calculs rénaux. Voilà. Et le pancréas exocrine, donc le pancréas, c'est une glande du corps. Vous avez fait un cours d'anatomie dessus ou pas? Je sais pas. Non. Donc le pancréas, c'est un organe qui se trouve entre le duodénum et l'estomac. Et en fait, il a deux fonctions. Il a une fonction endocrine, il va synthétiser des hormones, et une fonction exocrine, il va libérer des agents, en fait. Et bien notamment, le pancréas exocrine, du coup, libère des suggestifs qui vont dans la lumière intestinale, parce que le pancréas est collé au tube intestinal, et du coup, il va libérer des sucres à l'intérieur du tube pour éviter que ce soit trop acide. Okay, donc ça, c'est pareil, c'est un tampon, du coup, de l'acidité. Donc tout ça, c'est basique pour combattre l'acidité. Je me répète, mais c'est important. Tout ça, c'était du coup à l'extérieur des cellules. Et ça, dans la cellule, on a un qui est super important. C'est un tampon qu'on retrouve dans le sang, dans les hématies. Hématies, globules rouges, érythrocytes, c'est 3 synonymes. Notez-le bien. Donc, globules rouges, hématies, érythrocytes, c'est 3 synonymes. Du coup, dans les hématies, il y a un truc important qui est l'hémoglobine, ce qui donne la couleur rouge à vos hématies. Et ça, dans l'hémoglobine, on a un tampon, c'est le tampon hémoglobine.
c'est un tampon qui est fermé. En fait, qu'est-ce que ça veut dire un tampon fermé? Le sang, il ne sort pas de votre corps. Normalement, vous ne pissez pas du sang, vous ne pissez pas du sang si vous n'êtes pas malade. Du coup, c'est un tampon qui est fermé en fait. Il est sans cesse renouvelé. C'est pour ça qu'il est super efficace. Vu qu'on ne le perd pas en soi, il est tout le temps présent. Du coup, c'est un tampon fermé très efficace. Et dans l'hémoglobine, vous avez des composés du coup, qui vont venir combattre l'acidité dans votre sang. C'est le tampon hémoglobine. Ça, c'est pour l'intracellulaire. On est bien au sein de la cellule lématique. Et un truc important à retenir, c'est que le pH intracellulaire, donc dans les cellules, il est un peu plus acide qu'en extracellulaire. Ça, c'est un petit détail, mais il faut le retenir. Je crois qu'ils ont enlevé l'ordre de grandeur. Il me semble que c'était 7,30, un truc comme ça. Ça va pour le système tampon? Merde. Du coup, ça, c'est la première ligne pour venir combattre l'acidité. La deuxième ligne, c'est la ventilation. Alors, normalement, vous avez fait un cours avec Daniel sur l'anatomie avec les vaisseaux. Il vous a parlé un peu de ça, là, le trajet du sang et tout. Et ça, c'est vraiment important, donc je reviens dessus. Si vous comprenez ça, vous avez fait déjà un grand pas dans tout ce qui va être pathologique par la suite. Donc, ventilation, comment ça marche? Donc déjà, rappel donc, anatomique, vous avez votre cœur, vous avez votre oreillette droite, votre ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Quand vos organes fonctionnent, compagnie, machin, là, ils vont cracher les déchets qui vont aller dans le sang veineux. Donc ça va remonter par la veine cave inférieure ou la veine cave supérieure, aller dans l'oreillette droite, passer par la valve tricuspide dans le ventricule droit. Ensuite, ce sang, il est désoxygéné, il lui manque d'oxygène. Du coup, il va aller dans les poumons. Donc, par le tronc pulmonaire qui est ici. Donc, en bleu, il n'y a pas d'oxygène. En rouge, il y a de l'oxygène. Tronc pulmonaire, donc gauche, droit, ça arrive au niveau des poumons. Et en fait, quand vous avez vos poumons, quand vous respirez, vous inhalez de l'O2 qui va venir dans l'arbre bronchique, aller dans l'alvéole pulmonaire qui est la terminaison. Okay, et là, en fait, ce sang arrivé comme ça au niveau des capillaires, il est là, hein, c'est lui. Donc il est désoxygéné. L'O2 qui arrive ici va passer par diffusion passive dans le sang. Ici, vous avez une membrane alvéolo-capillaire, donc alvéole capillaire, qui est très fine, très fenestrée, avec beaucoup de pores en fait pour laisser le passage, pour faciliter le passage. Du coup, le O2 que vous inhalez va passer facilement dans le sang pour l'oxygéner. Et lui, les déchets qu'il avait, notamment le CO2, qui est du coup acide, va passer par diffusion passive dans l'alvéole pour être recraché lors de l'expiration. Okay, et ça, c'est l'hématose. Et ainsi, vous avez un sang qui est du coup oxygéné, qui va pouvoir alimenter tout votre corps. Il revient ici par les veines pulmonaires qui sont au nombre de 4, dans l'oreillette gauche, valve mitrale, oreillette ventricule gauche, et là, ça va dans l'aorte. Et ça se redistribue à tout votre corps. Vous avez compris ça? Vous avez tout compris. Okay, donc ça, c'est l'hématose. Et du coup, là, c'est bien ça, c'est la respiration. On inspire O2, on expire CO2. C'est la base. Okay, hop. Alors, ça, c'est ce que vous devez retenir pour tout. C'est les constantes en fait, du gaz du sang artériel. Je répète, c'est artériel. Ce n'est pas au niveau veineux. Donc, on a 4 entrées qui sont importantes. La PaO2, c'est la pression artérielle en O2 dans le sang. Donc, la pression de l'O2 dans le sang artériel. Les normes, c'est entre 80 et 110 mm de mercure. Vous connaissez cette unité. Donc voilà, si vous êtes là, ça va. Si vous êtes en dessous de 80, vous êtes en hypoxémie. Au-dessus, en hyperoxémie. Attention, piège très fréquent. Le suffixe, alors hypo, vous savez que c'est en dessous, hyper, ça va. Émi, c'est le sang. Okay, donc là, c'est dans le sang. Si on vous dit hypoxie, c'est faux. Parce que hypoxie, c'est un manque d'O2 dans les tissus. Okay, et l'hypoxie, elle vient en aval de l'hypoxémie. Si vous êtes hypoxémique, vous allez sûrement avoir une hypoxie, c'est-à-dire que dans vos tissus, il va y avoir moins d'O2, vu que dans le sang, il y a moins d'O2 qui va être délivré dans vos tissus, mais ce n'est pas un raccourci qu'on peut faire. C'est-à-dire que si on est en dessous de 80, on n'est pas forcément en hypoxie. D'accord? Donc le terme est vraiment important. Émi, retenez bien que c'est le sang. Donc hypoxémie, hyperoxémie. Ensuite, au niveau de la PaCO2, donc pareil, votre teneur en CO2 dans le sang, c'est entre 35 et 45 mm de mercure. On parle d'hypocapnie en dessous de 35 ou d'hypercapnie. Le pH dans le sang, on a dit tout à l'heure, c'était 38-42, c'est physiologique.
mais on accepte 35, 45 quand il y a des petites compensations qu'on verra après. Du coup, en dessous de 35, c'est acide, donc c'est une acidose. Au-dessus de 45, c'est basique, donc une alcalose. Pour retenir, c'est exactement pareil là. La CO2, 45, 45, 35, 35. Et enfin, on a les bicarbonates, donc les alcalins, les bases. C'est entre 24 et 27 millimoles par litre. Okay, donc au-dessus, il n'y a pas vraiment de nom, et en dessous, il n'y a pas vraiment de nom. Et ça, on voit, c'est un petit diagramme pour montrer l'acidose de l'alcalose. L'endroit physiologique, c'est 735, 745. Du coup, quand on va avoir des problèmes au niveau de ces nombres-là, c'est là que les systèmes régulateurs vont s'activer, de manière inconsciente. Comment ça s'active? Par des chémorécepteurs. Les chémorécepteurs, on en retrouve un petit peu à différents endroits du corps. C'est en fait des espèces de récepteurs de la pression en O2, en CO2, etc. On en retrouve au niveau périphérique, au niveau central. Au niveau central, c'est peut-être un petit peu loin, on les retrouve au niveau de la moelle allongée. La moelle allongée, c'est ce qu'on a vu ensemble dans le cours de neurologie, c'est au niveau du tronc cérébral. Le mésencéphale, le pont et la moelle allongée qui est en bas, avec le départ de plein de nerfs différents. Donc au niveau de cette moelle allongée, on a des chémorécepteurs qui sont centraux, vu qu'ils sont situés dans l'encéphale. Okay, et au niveau périphérique, on a surtout le glomus carotidien, je ne sais pas si c'est ouais. Glomus carotidien, vous avez l'artère carotide commune, ça va appeler ce que c'est avec Daniel, qui va se bifurquer en artère carotide interne et en artère carotide externe. Okay, à la bifurcation des deux, donc c'est situé à peu près ici, là, dans le cou, vous avez le glomus carotidien et le sinus carotidien qui est juste en dessous d'ailleurs. Et le glomus carotidien, c'est un organe qui, du coup, à cet endroit-là, va mesurer la pression en CO2, en O2, etc. Et d'ailleurs, si on vient taper, si on vient bloquer tout simplement le glomus carotidien, on coupe totalement sa hémoréception. Et du coup, on peut faire un. C'est comme ça qu'on endort certaines personnes, vous savez, les qui font karaté, je ne sais pas quoi. Ils font ça en fait et ils arrivent à endormir des gens. C'est notamment avec le glomus carotidien qu'on peut stopper. Du coup, voilà. Donc, les hémorécepteurs, c'est vraiment des récepteurs qui viennent contrôler en fait les teneurs en composés importants dans votre sang. Donc, périphériques et centraux. Et ça, c'est de manière totalement inconsciente. Hein. Vous ne savez pas que ça se passe. Et c'est eux, du coup, qui vont donner le message attention, on est trop acide, attention, on est trop basique. Du coup, on arrive vraiment à la ventilation, à la régulation par la ventilation. On a deux cas de figure. Donc, soit la ventilation va augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? On va plus respirer. On va plus, du coup, expirer. Si on expire plus, on va cracher plus de CO2. Okay, en crachant plus de CO2, du coup, le pH va augmenter. Si on enlève du CO2, on enlève de l'acidité, du coup, le pH devient basique. Okay, du coup, ça, c'est cette phrase. En hyperventilation, on aura une baisse de la PCO2, moins acide, et donc une hausse du pH. Cette diapo est vraiment super importante, si vous avez compris ça, c'est l'essentiel. Voilà, la formule, on s'en fout un peu sur quoi elle est là. Donc, hyperventilation, pH qui augmente. Si on respire moins, du coup, on prend moins de O2 et on rejette moins de CO2 qui est largué constamment dans notre sang. Donc, on est en hypoventilation. Quand on est en hypoventilation, du coup, le CO2 s'accumule, les acides s'accumulent, du coup, le pH va diminuer. OK? Hyperventilation, pH qui augmente. Hypoventilation, pH qui diminue. Est-ce que ça va? On verra après. Ventilation, compris, CO2, O2, hyperventilation, hyperventilation. Et du coup, la troisième ligne de régulation de l'acidité dans le sang, c'est les reins. Alors, les reins, c'est super compliqué. Franchement, c'est vraiment très compliqué. On va aller à l'essentiel, mais vous verrez qu'il y a plein de choses sur les reins. Je ne comprends toujours pas. Du coup, les reins, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait votre urine, notamment. En fait, c'est un gros filtre. Le rein, il est composé de néphrons, plein de néphrons. Néphron, c'est un corpuscule, ça, plus un tubule, ça. Dans ces néphrons, passe votre sang qui arrive de partout par les artères rénales. Il passe ici, il fait ça, et il repart ailleurs. Il repart en fait dans une circulation normale. Au niveau des reins, du coup, en fait, on va filtrer. Là, il arrive, et tous les déchets, le rein va dire, bah, on va les laisser passer, on va les foutre dans l'urine. Donc ici, vous avez des passages de tous les déchets qui vont dans le tubule. Et en fait, ce tubule est bien contrôlé de manière à ce que des fois, on a fait passer des éléments importants. Du coup, quand c'est important, on a une réabsorption vers le sang. Il se dit, OK, non, en fait, ce n'était pas un déchet, on le reprend.
Du coup, les déchets vont s'en aller, les non-déchets vont revenir. Ce qui se passe au niveau du rein, c'est qu'on a du coup une double fonction. On a une fonction d'élimination, c'est l'excrétion, c'est votre urine, qui va éliminer les H+. Donc votre rein, il a tendance à éliminer l'acidité par les H+. Par contre, à chaque fois qu'un H+ est éliminé, en fait, il y a un HCO3- qui le suit. Et ça, c'est pas bon, parce qu'on a tendance à l'acidification dans le corps. Donc il faut récupérer ces HCO3-, ces bicarbonates. Du coup, on a une excrétion d'H+, de protons, d'acide, mais on a une réabsorption de bicarbonate. C'est ça qui se passe au niveau du rein. Par contre, les H+ ne sont pas réabsorbés. Le but, c'est vraiment d'enlever ce surplus d'acide. Donc, on va pisser acide, tout simplement. OK? Donc voilà, au niveau du schéma, là, c'est pas important, tous les noms et tout, vous n'allez pas à savoir la fonction et les noms et tout. C'est vraiment juste, on excrète du H+, et on réabsorbe du HCO3-. On ne réabsorbe pas tout, hein. On réabsorbe une certaine quantité. Et l'alcool, c'est acide ou basique? L'alcool, c'est acide. Quand on boit beaucoup, ça attaque le rein. Ah oui, oui. En fait, quand tu bois de l'alcool, tu dois détruire le glomérule. Donc, tu as des glomérulopathies, il y en a plein de différentes et c'est fatal. Donc, mais le rein, il y a plein. Néphropathie, glomérulopathie, plein de trucs. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment juste, on excrète l'H+, parce qu'on est trop acide, et on reprend de l'HCO3-. Du coup, un peu plus de détails. Donc, on va venir au trouble. À quel moment? Donc là, jusque-là, on était en régulation, tout se passait plutôt bien, tout marchait bien, mais donc ça ne marche pas bien. Donc, on a des troubles acido-basiques. Il faut retenir une équation. Voilà. Je ne vais pas dire ce mot, mais c'est la réaction de ça. Je ne sais pas comment ça se dit en fait. Du coup, le pH, on avait vu des formules pour le trouver. Il y a aussi une formule, c'est celle-là. Anderson et Hasselbalch, c'est 6,10 plus log de HCO3- sur 0,03 PCO2. On la retrouve ici de manière un peu plus simple, peut-être. Voilà, c'est celle-là. Et en fait, cette formule nous donne deux systèmes régulateurs. Au numérateur, les HCO3-, les bicarbonates, en fait, c'est régi par le rein. On a vu que c'est vraiment le rein qui s'occupe des HCO3- en les réabsorbant. Donc, cette formule-là, en fait, au numérateur, on va dire que c'est le rein qui fonctionne. Au dénominateur, ça, on s'en fout. Et la PCO2, qu'est-ce qui régule vraiment la PCO2? C'est le poumon, quand on respire. Donc, dans cette formule, en fait, c'est comme si vous aviez ici écrit rein et ici poumon. Donc, selon si là, ça augmente ou ça diminue, là, ça augmente, là, ça diminue, on sait si c'est le poumon qui a un problème ou le rein qui a un problème. Quand on aura des problèmes au niveau du HCO3-, on sait que c'est métabolique ou rénal. Quand on a des problèmes au niveau de la PCO2, ça sera ventilatoire. Comme ça, cette réaction. Par convention, tout ce qui est une anomalie qui n'est pas respiratoire sera métabolique. Donc surtout le rein, mais il y a d'autres choses, mais dans le cours, ce n'est pas détaillé. Mais si vous avez un problème au niveau du trouble acido-basique et que ce n'est pas la respiration qui est en jeu, qui gaffe, par convention, on dit que c'est métabolique. Okay. Du coup, on a deux causes. On a soit une cause qui sera respiratoire, donc la ventilation sera anormale. Du coup, la PaCO2 sera soit augmentée trop, soit trop diminuée. Et les causes métaboliques, c'est les HCO3- qui seront soit trop élevés, soit trop bas. Attention, il faut avoir des causes mixtes. Si on a un problème ventilatoire qui nous donne trop d'acide et un problème métabolique qui ne tamponne pas assez, on sera trop acide au niveau de la ventilation ou au niveau métabolique avec le rein. D'accord? Donc, soit respiratoire, soit métabolique, tout le reste, mais surtout rénal en fait, soit les deux ont un problème dans le même sens. Il se peut que les deux aient un problème dans les deux sens, mais que ça se compense, mais là, c'est vraiment un cas extrême qu'on voit. Et du coup, en cas d'anomalie d'un système, normalement, avec les régulations, l'autre va venir compenser. C'est pour ça que des fois, on a des troubles acido-basiques qui sont compris entre 7,35 et 7,45. Parce que du coup, on sera peut-être trop acide, mais, par exemple, si on ne respire pas assez, on va accumuler du CO2, donc on sera trop acide, on va descendre, par exemple, à 7,35, et là, le rein va se dire, OK, il y a un problème, qui est mon récepteur, je m'active, du coup, je vais mettre un peu plus de tampon, un peu plus de bicarbonate. Et du coup, on va passer de 7,35 à 7,36, 7,37, et voilà. Et du coup, on sera acide, en dessous de 7,38 qui est physiologique, mais on aura un peu compensé avec le bicarbonate qui aura remonté. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas, ça va? Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une anomalie, normalement, le système va venir compenser. Mais des fois, ça ne compense pas assez, et c'est là qu'on est vraiment dans une grosse anomalie. Donc on a des compensations qui sont soit respiratoires, c'est le problème métabolique, inversement,
compensation métabolique, c'est le problème respiratoire. Est-ce que ça va cette diapo là? Il y a beaucoup de texte. Donc, on arrive vraiment sur le truc. Du coup, on a deux cas de figure. Soit on est en acidose avec un pH inférieur à 7,35. Du coup, c'est vraiment la limite max, on va dire. Si on est en acidose, on a deux sources de problèmes. Soit c'est respiratoire. Du coup, le pH est acide parce que la PCO2 est élevée. Si la PCO2 est élevée, on ne respire pas assez, on est en hypoventilation. Donc, l'hypoventilation donne de l'acidose. Soit le problème métabolique, le pH est acide parce que la concentration en tampon HCO3- en base est trop basse. Si on n'a pas assez de tampons basiques, ça devient trop acide. L'alcalose, c'est exactement l'inverse. Supérieur à 7,45, soit le problème respiratoire avec la PaCO2 est basse, ça veut dire qu'on respire trop, on est en hyperventilation. Soit le problème est métabolique avec les HCO3- qui sont trop hauts, il y a trop de base, du coup, ça devient trop alcalose. Enfin, basique. Ça va? Je vois une anomalie de pH, le système qui n'est pas la cause assure la régulation. Donc là, c'est les trucs de compensation, je vous l'ai dit. Du coup, en fait, la compensation, c'est coupé, désolé. L'acidose compensée, en fait, c'est quand on est acide, mais qu'on revient vers les normales. Du coup, l'acidose compensée, c'est entre 7,35 et 7,40. L'alcalose compensée, c'est l'inverse, c'est quand on est trop basique et qu'on revient un petit peu vers les normales. Donc c'est entre 7,35, non, 7,40. OK, 7,40, 7,45. Et on peut avoir encore une fois les acidoses. Donc c'est soit acidose mixte quand les deux proposent de l'acidose, soit alcalose mixte quand les deux vont donner de l'alcalose. Donc les causes de tout ça, qu'est-ce qui peut se passer? Donc au niveau de... C'est une erreur dans le Mejibox, je crois. Ah non, c'est bon. Donc on peut avoir des alcaloses respiratoires. Donc alcalose respiratoire, qu'est-ce que c'est? C'est quand du coup on est trop basique. Donc par quoi c'est causé? Du coup l'alcalose, c'est quand on est en hyperventilation, on rejette trop de CO2, donc on rejette trop d'acide, du coup on devient alcalose. Ça c'est par quoi? Par l'effort, par le stress, par l'hyperthermie, par l'hypoxémie. Ok. Il faut retenir, il y a plein d'explications, mais il faut vraiment retenir ça. Pourquoi? Parce que du coup l'effort, le stress, ça fait suer, l'hyperthermie aussi. Du coup on libère trop d'acide. Et les acidoses respiratoires, du coup, c'est quand on respire trop, c'est quand on respire pas assez, qu'on a trop d'accumulation de CO2. Ça, c'est quoi? C'est le coma. Forcément, si on est en coma, on ne respire plus. Du coup, le CO2 s'accumule parce que les organes continuent en fait un peu de fonctionner et de cracher des déchets. La paralysie des muscles respiratoires, forcément, si on est paralysé du diaphragme, par exemple, on ne peut plus respirer. Du coup, on accumule le CO2. Et l'insuffisance respiratoire, c'est juste quand votre système respiratoire fonctionne, mais mal. Vous avez du mal à respirer. Ça donne des acidoses respiratoires. Et au niveau des acides, au niveau métabolique, du coup, on a des acidoses métaboliques. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'insuffisance rénale. Ce que j'étais en néphropathie, glomérulopathie, c'est des problèmes au niveau du rein, du coup. Il ne va pas éliminer vos H+, ce qui fonctionne mal. Ou alors des calculs rénaux, des calculs rénaux qui vont du coup bloquer votre circulation. Donc là, ça donne des acidoses. Vous avez des problèmes toxiques de métabolisme. C'est des détails. Et vous avez une perte du tampon bicarbonate avec notamment les diarrhées. Je vais revenir un peu juste là. Et l'alcalose métabolique, du coup, quand vous êtes trop basique, c'est quoi? C'est vomissement et excès de bicarbonate avec des médicaments. C'est qu'il y a des médicaments qui sont très pourvoyeurs de base. Il faut faire gaffe dans la prescription. Et ça, l'aldostérone, c'est trop compliqué. Ça a été supprimé du programme, je crois. Alors, petit détail sur l'estomac. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En fait, l'estomac, il est divise. Bon, il y a plein de parties. Vous voyez, il y a le pylore, le fundus et tout. Il y a une partie, normalement, c'est dans le pot. Hein. Une partie supérieure qui est plus acide et une partie inférieure qui est plus basique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Du coup, en fait, ça explique quelque chose au niveau des acidoses et alcaloses métaboliques. Si vous vomissez, vous allez enlever la partie supérieure de votre estomac. Là, vous avez plein de trucs. Quand vous vomissez, vous n'allez pas cracher ce qui est là. Vous allez cracher ce qui est là, en gros. Donc, la partie acide. Donc, quand vous vomissez, en fait, vous enlevez de l'acide. Okay. Du coup, vous devenez alcalose. Alors que quand vous allez à la selle, vous avez notamment des diarrhées. Du coup, c'est la partie basique qui va partir. C'est ça, ce bas-là qui va partir dans l'intestin. Du coup, quand vous avez des diarrhées, vous enlevez du basique, donc vous devenez plus acide. OK? Du coup, en gros, dans les QCM, ça sera diarrhée, on enlève ça, donc on devient acide. Vomissement, on enlève l'acide, on devient basique. Donc vomissement, alcalose, diarrhée, acidose. Ça va? Et ça, c'est
au niveau anatomique qu'on peut le savoir. Si vous vous rappelez de ça, avec le cours d'anatomie, vous savez ça. Et maintenant, on arrive sur un truc qui est à la limite de ce cours, parce qu'en fait, vous avez 3 ou 4 cours qui concernent le pH, il me semble. C'est des cours qui se ressemblent extrêmement, qui se font énormément de liens, et une fois qu'ils disent la même chose. Du coup, dans ce cours-là, on vous parle un tout petit peu de diagramme de Davenport, et vous avez un autre cours qui est exclusivement dédié à Davenport. Davenport. Donc, on va venir un peu, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est, sans rentrer trop dans les détails. Mais en vrai, ça vous suffira à comprendre. Donc, le diagramme de Davenport, c'est tout simplement un diagramme qui va mettre en lien les différents systèmes régulateurs du pH. Donc, vous avez en ordonnée les HCO3-, donc les bases ici. Ici, vous avez le pH. Et ces lignes-là, ce sont des lignes qui sont calculées, qui sont faites avec des calculs spécifiques. Ce sont les isobars de PCO2. En gros, ce sont des valeurs de PCO2. Et plus on va vers là, bon, c'est écrit, hein, là on ne voit pas, mais il y a genre 80, 60 et tout. Plus on va vers là, plus la PCO2 augmente au niveau des isobars. Plus on va là, plus la PCO2 diminue. Donc plus on va là, plus on est en acidose respiratoire, donc le PaCO2 augmente. Plus on va là, plus on est en alcalose respiratoire, vu que la PaCO2 diminue. Là, je ne vous perds pas. Voilà, isobar PCO2, les bases avec l'HCO3- et le pH. Les isobars, il y en a plein. Hein. On en fera souvent 4 ou 3 pour avoir une approximation, mais on peut en faire à l'infini en fait. Parce que c'est pas joli. Oui. Les différentes barres obliques, c'est les différentes pressions. Ça oui. Non, celles qui sont. Ça oui, celle-là. En fait, c'est la pression en CO2 dans ton sang. Okay. Et voilà, tu en as plein de différents. Oui. Juste, j'ai pas bien noté. Alcalose, c'est quand ça descend ou c'est quand ça monte? Le pH. Ouais. Alors, l'alcalose, c'est quand ça monte le pH. Donc, ça sera là. Okay. Et l'acidose, c'est ici. Mais du coup, imaginons que. Bon, en fait, du coup, 7,4, c'est là, la limite entre alcalose et acidose. Mais si tu penses que au niveau respiratoire, tu vas être en acidose, plus tu vas aller vers là, ta PCO2 augmente. Tu vas être plus en alcalose respiratoire vers là, ta PCO2 diminue. Donc, on va toujours comparer avec ici, on va voir juste après. En fait, c'est vraiment un schéma qu'il faut regarder un peu dans tous les sens. Il faut savoir, en fait, à chaque fois, on aura toujours un point, par exemple ici. Il faudra voir, OK, on est en quoi niveau pH, on est en quoi niveau respiration, on est en quoi niveau métabolique. On va voir après comment ça marche. Et du coup, ça, c'est un peu plus complexe. Et vous avez des espèces de traits qui n'ont pas de nom, d'ailleurs. Ça, ce sont des lignes tampons. En fait, c'est la façon dont le tampon, donc métabolique et bicarbonate, fonctionne. Quand la ligne ici est au milieu, c'est-à-dire que le tampon est approximativement correct. Le tampon est bien. Il est entre 27 millimoles et 24 et 27 millimoles, c'est les HCO3-. En gros, ici, vous voyez, là, c'est 24, 27, là. Il est à peu près centré au niveau du bon tampon métabolique. Quand il est trop bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de HCO3-. Et quand il est trop haut, ça veut dire qu'il y a trop de HCO3-. Donc, quand on monte, si on focalise juste sur métabolique, quand on monte, on sera plus en alcalose métabolique. Et quand on descend, on sera plus en acidose métabolique. Je ne sais pas si vous me suivez. On va voir un peu deux exemples. Donc, du coup, en faisant le mix de tout ça, en fait, le centre du diagramme, c'est là où c'est normal. Si on se met, du coup, là, on voit un peu mieux. Les isobars, ici, il y en a 3. On a mis 60 mm de mercure pour le CO2, 40 et 20 mm. PCO2, les normes, vous vous rappelez, c'est 35 mm de mercure, 45 mm de mercure. Du coup, si on trace ici à peu près les isobars, on est à peu près à 35, 45, donc c'est là, on les fait. Hop. Et au niveau métabolique, au niveau des HCO3-, en gros, il faut prendre la barre du milieu, qui est la ligne tampon correcte, et on prend un petit peu au-dessus pour faire 27 millimoles, un petit peu en dessous pour faire 24. Donc en gros, le bon tampon, c'est au centre du diagramme, c'est ici. Quand vous êtes ici, en fait, les bicarbonates fonctionnent à peu près bien. Du coup, si on est entre les bons CO2 et entre les bons HCO3-, donc ici, c'est là, approximativement, que les choses vont bien se passer. Et si vous descendez, vous voyez que vous êtes à 7,4, donc dans les valeurs correctes du pH. Ça va? En gros, plus vous êtes au centre, plus normalement ça devrait aller. Et plus vous êtes ailleurs, il faudra savoir si vous êtes en acidose, alcalose, respiratoire ou métabolique. Oui. Dans le tableau, tout au moment où il y avait hypoxémie et tout, c'était pas PCO2, mais PaCO2. Genre, c'est la différence. Parce qu'on prenait directement dans le sang. Ouais. Okay. Là, c'est la pression en CO2 dans les alvéoles, en gros. Mais PaCO2, c'est la même chose. C'est une petite convention d'écriture. D'ailleurs, je ne sais même pas si
ne faudrait pas être plus juste et mettre PaCO2 dans ce diagramme-là. Ouais, parce qu'il peut piéger sur ça, Antonio. Non. Du coup, je vais vous montrer des exemples de QCM, ah merde, c'est un PDF. De QCM qui peuvent tomber. Et comment on doit réfléchir. Après, on va mal, c'est un peu chiant. Attendez, je vais essayer de... Voilà, quoi que si je zoome juste. Ouais, voilà, comme ça. Alors, quand vous avez ça, ce sont les quand vous avez diagramme de n'importe, vous avez toujours un point qui va être placé. Donc là, le point, en fait, c'est l'intersection entre les deux lignes ici. Soit on vous donnera les mesures, soit il faudra approximativement savoir à combien on est. Donc quand on a ça, pour faire le QCM, on se dit d'abord, au niveau du pH, où est-ce qu'on est? Donc là, on prend le point, on descend, on arrive ici, bon, on nous donne la valeur, la gazométrie, donc dans le sang, on dit qu'on est à pH 7,38. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est entre 7,38 et 7,42. Ok. Est-ce qu'on est plus acide ou plus basique ici? On est quand même plus acide. Parce que là, le centre, c'est pH 7,4 du coup. Donc là, on est quand même plus acide. Mais en soi, c'est normal. C'est une valeur qui est correcte. La PaCO2 est à 60 mm de mercure. Est-ce que c'est normal ou pas? Non, c'est 40. Ouais. PaCO2, c'est entre 35 et 45. Donc là, on est plus. On en a trop. Si on a trop de CO2, le CO2 apporte de l'acide. Du coup, trop de CO2, normalement, donne de l'acidose. OK? Donc, OK, pH correct, on est un peu plus acide quand même. PaCO2 trop élevé, du coup, plus acide. Quand une PaCO2 est trop élevée, ça veut dire qu'on ne respire pas assez. On est en hypoventilation. Et les HCO3-, 34. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est un peu compliqué. Non. HCO3-, c'est entre 24 et 27. Okay. Du coup, il y en a trop. Si on a trop, ça veut dire que là, en fait, on est, entre guillemets, trop basique. OK? Donc là, on a trié un peu les infos. On va voir les questions. Donc, c'est un état compensé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est là qu'il faut être long. Là, ça va paraître un peu plus dur. Vous avez vraiment le cours d'Avenport. Enfin, je ne sais pas si vous le verrez, mais ce sera peut-être plus clair. En gros, l'état compensé, c'est quand on a un problème, donc soit acidose, soit alcalose respiratoire métabolique, et que l'autre versant, donc métabolique ou respiratoire, va venir compenser. Ce qui s'est passé ici, donc là, je vous explique, hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une PaCO2 trop élevée. 60, c'est beaucoup. On est en hypoventilation. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, comme on était en hypoventilation, le pH a diminué. Okay. Donc, en fait, il devait être, par exemple, à 7,30. On était en acidose respiratoire. Mais le système, par les chémorécepteurs, s'est activé et a dit « Ok, on a un souci, je vais venir compenser ». Donc, en fait, les HCO3-, pour compenser cette acidité, ont augmenté. Du coup, ils sont montés à 34 pour refaire monter le pH, qui du coup est à 7,38. Et donc, on est entre 7,35 et 7,40. Donc, on est dans la branche acidose compensée. Vous m'avez suivi ou je refais? Non, on peut pas dire ça. Je redis? Donc, tu vois que tu es en pH 7,38. Donc, logiquement, tu es dans les bonnes valeurs. Okay, mais tu es plus du côté acide. Tu es entre 7,35 et 7,40. Pourquoi tu es plus acide? Parce que ta PaCO2 est à 60 mm de mercure. La norme, c'est 35-45. Donc, tu es trop en CO2. Tu es en hypoventilation. Tu vas vers l'acidose. Quand ça s'est montré, quand tu étais trop en acidose, en fait, tu devais être en vérité à 7,30 par exemple. Okay. Et du coup, ton système s'est activé tout seul et s'est dit, OK, il y a un problème, il faut que je vienne tamponner ça. Je dois être moins acide. C'est pour ça que le versant métabolique, donc les bicarbonates, les bases, se sont dit, bah, pour compenser ça, je vais augmenter. Donc, ils sont montés à 34, sachant que la valeur normale, c'est 27, max. Du coup, ils ont monté pour compenser cette hypoventilation, cette acidose, et pour éviter d'être trop bas. Du coup, ça remonte à 7,38. Donc, c'est une acidose qui est compensée parce qu'on est dans les bonnes valeurs. OK. Ça paraît un peu chiant à trouver, mais après, ça sera plus instinctif. Donc, effectivement, c'est un état qui est compensé. Un état compensé, c'est quand vous avez des problèmes, vous voyez que ça ne va pas, les normes ne sont pas bonnes, mais le pH est correct. C'est forcément un état qui est compensé. Sinon, tout irait bien au niveau des normes. L'anomalie de base, c'est sûrement une alcalose. Du coup, ça, non, vu qu'on est plus du côté acide. Donc, l'anomalie de base, c'est plutôt une acidose. L'anomalie causale est probablement une acidose respiratoire. Effectivement. Là,
le pH CO2 est augmenté, donc on est en acidose respiratoire. On ne peut pas être en acidose basique, du coup, enfin métabolique, le pH est augmenté, donc ça serait plus une alcalose métabolique. D'accord? Donc c'est acidose respiratoire. Il existe une hyperventilation. Non, c'est hypoventilation. Quand on ne respire pas, du coup, le CO2 s'accumule avec les déchets des organes, on ne le recrache pas. Donc hypoventilation. Et ça, c'est un truc, enfin, je ne sais pas pourquoi l'avez mis, c'est un peu trop détaillé, c'est écrit dans le cours, mais en gros, je vous l'explique quand même, tout ça, vous l'avez. Ça peut être causé par une perfusion accidentelle d'acide dans le sang. En gros, quand vous mettez un liquide dans le sang, vous remplissez le sang, vous venez perturber le plasma. En perturbant le plasma, on perturbe le tampon plasmatique. Vous savez, il y en avait plein, on a vu tout à l'heure. Du coup, en perturbant le tampon plasmatique, en fait, on diminue le pouvoir tampon. Donc, normalement, quand on perfuse un truc dans le sang, forcément que les HCO3- vont diminuer. Ils vont être dilués, en fait. Voilà, ça c'est vraiment too much. Hein. Mais à savoir, si jamais c'est une perfusion dans le sang, normalement, votre tampon, là, il va être diminué. Du coup, vous aurez des points qui seront vraiment très bas, avec les HCO3- qui sont vraiment très bas. Bon. Ok, donc je vous montre les autres pour que vous ayez plein d'exemples. On essaye de les comprendre ensemble. Alors juste, attendez. Attendez juste. Okay. Alors celui-là. Donc sur ce diagramme, vous voyez qu'il n'y a pas les valeurs. Donc c'est à vous d'essayer de voir à peu près où c'est. Donc le point, il est là. Ok. Donc est-ce qu'au niveau du... Je vous laisse essayer de réfléchir un peu, mais si vous n'arrivez pas, c'est complètement normal. Est-ce qu'à ce niveau-là, le pH est normal? Non. Ok, donc il est à peu près à combien? Il a 6. Voilà, il est là. Donc du coup, on est en quoi? Acidose. Très bien. Maintenant, il faut savoir si c'est respiratoire ou métabolique. Donc, quelle est l'anomalie qui va vers l'acidose? Au niveau respiratoire, est-ce que vous captez où est-ce qu'on est? Donc, il faut regarder les isobars. Plus on va là, plus on descend en millimètres de mercure. Plus on va là, plus on monte en millimètres de mercure. Donc là, on est à peu près à combien de millimètres de mercure de CO2? En gros, il n'y a pas de précise, mais on est supérieur à 60. Du coup, si on est supérieur à 60, on est en hypoventilation ou hyperventilation? Hypo. Okay. Quand le CO2 s'accumule, ça veut dire que tu ne respires pas. Donc tu es en hypoventilation. D'accord? Donc supérieur à 60, c'est supérieur à la norme. On est en hypoventilation. L'hypoventilation, ça donne de l'acidose ou de l'alcalose? De l'acidose. Donc on a une acidose, on a une hypoventilation qui donne de l'acidose. Donc là, déjà, on peut se dire, OK, peut-être que l'anomalie, c'est une acidose respiratoire. Ça va? Et au niveau du HCO3-, où est-ce qu'on est? 22. Ok, donc là, en gros, on est bien. Okay, c'est un petit peu en dessous, hein. Ouais, c'est 24-25. 24-27. Donc on devrait être là, mais en gros, ça va, le tampon est correct. Donc A, acidose, vous avez bien répondu, c'est vrai. B, alors là, c'est un petit truc un peu nul, ne correspond à aucune isobar de PCO2 possible. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun isobar qui passe. C'est faux. En fait, les isobars, on peut en faire à l'infini. On peut dessiner le 61 comme le 42, comme le 13, c'est vrai. C'est juste là des conventions d'écriture qui font que. Là, c'est correspond à un état avec hypoventilation. Ça, vous l'avez dit, c'est vrai. La D correspond à un état tampon métabolique augmenté. Non. Exactement. Il est pas augmenté. Voilà. Là, il est soit un peu trop bas, mais légèrement, soit correct. Tampon augmenté, ça aurait été un point qui serait en haut. Ok. Parce que la ligne tampon normale, c'est celle-là, à peu près. Si on est trop vers là, c'est augmenté. Si on est trop vers là, c'est vraiment diminué. Et peut-être causé par des vomissements. Donc là, attention, il faut un peu réfléchir. Non. Ça serait plus des diarrhées, du coup. Parce qu'en vomissant, du coup, on enlève l'acide, donc ça serait plus alcalose. Très bien. Bien joué, bien joué. Encore deux, et après on passe à l'autre cours qui est tranquille. Du coup, ici, vous voyez pas trop bien. Hop. Il me manque. C'est A, non? Attends, c'est lequel le point? Ouais, c'est ça. Ah non, mais j'avais pas vu le. Ah ouais, ok, il est là. En fait, le point est là. Je suis désolé, il y a un mini trait qui passe là. Il est ici, le point. Donc je mets mon doigt.
Du coup, ici, au niveau du pH, à chaque fois, bon, il y a les normes, hein, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Acidose, très bien. Au niveau respiratoire, du coup, hypoventilation, la PaCO2 augmente, donc du coup, ça serait plus une acidose respiratoire, peut-être. Et au niveau HCO3-, qu'est-ce que c'est? C'est un peu inférieur, donc le tampon est un peu diminué. Mais bon, ça va. Tu vois. Du coup, A, acidose, c'est vrai. B, acidose respiratoire uniquement. Ouais, métabolique aussi. Ok, parce que du coup, comme le HCO3-, donc les bases sont un peu diminuées par rapport à la normale, c'est-à-dire que ça ne tamponne pas assez, il n'y a pas assez de tampons basiques. Donc effectivement, au niveau métabolique, il manque des tampons. Donc c'est aussi un peu une acidose métabolique, légèrement, mais un peu. Donc on a une acidose qui est respiratoire et métabolique, c'est une acidose mixte. La C, du coup, c'est vrai. La D, hypoventilation, c'est vrai. Et la E, pour compenser cet état, il suffit que la capnie se normalise à 44. Alors en gros, ça veut dire que si on est là, ouais, c'est là. Si on va à 44, donc on reste sur le même tampon. 44, ça serait à peu près vers là. Hop, si on est là, on descend. On est à 7,3. Est-ce que c'est bon au niveau du pH sanguin? Ouais. Il faut préciser. 7,3, c'est 30. C'est acide. C'est ça, voilà. Il faudrait plus être vers là, en fait. Ça, c'est une question qui tombe pas. Mais en gros, voilà, en jouant juste sur le schéma, si on va ici, on a 7,30. C'est en dessous de 7,35. Du coup, c'est pas compensé. C'est encore trop acide. OK. Et le dernier. Alors, ici, assez flagrant, pH 7,6, du coup on est en alcalose. Ok. Donc on est supérieur vraiment au normal qui soit près vers là. On est à 7,6, c'est vraiment une grosse alcalose. Au niveau de la PaCO2, on est à peu près à combien? La PaCO2 voilà, on est à peu près à 23, 25, quelque chose. Du coup, on est en hyperventilation. On lâche trop de CO2. Donc, hyperventilation, ça peut donner des alcaloses respiratoires. Et au niveau HCO3-, si on revient ici, c'est écrit on est à 32. Du coup, on est trop. Donc, le tampon est augmenté. Si le tampon est augmenté, on peut être en alcalose métabolique. OK? Du coup, c'est un état compensé. État compensé, est-ce que le pH est entre 7,35 et 7,45? Non. Non, c'est pas compensé. On retrouve une hypoventilation. C'est une hyperventilation. On trouve une acidose mixte. C'est une alcalose. On ne va même pas réfléchir sur le mixte. On retrouve une alcalose mixte. Ouais. Donc PCO2 diminué, donc ça va vers l'alcalose respiratoire. Ça, trop augmenté, alcalose métabolique, alcalose mixte. Et cet état peut survenir en cas de diarrhée durable et profuse. Là, vous avez tout compris. Vraiment bien joué. Vraiment bien joué. Ça va du coup? Oui. Ouais, franchement, je dis sincèrement, c'est bien, vous êtes gavé un peu. Parce que c'est pas facile au début et ça fait pas mal de. Alors, ces exemples-là, je vous ai expliqué, j'étais avec vous et tout, mais c'est vrai que des fois, on va trop vite, il faut vraiment réfléchir. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a des compensations. Parce qu'il y a des compensations, il y a des nombres qui sont trop gros, on se dit, ok, bah, le problème est là. En fait, il faut partir du problème de base et comprendre que c'est une compensation. Donc ça, vous verrez en écurie, vous aurez des pièges et tout, mais vous comprendrez que ça sera. Si vous avez bien compris là, ça ira. Et vous aurez un cours, encore une fois, sur Davenport, vraiment spécifique. Hein. Peut-être avec moi, d'ailleurs, je ne sais pas. Quoique... Vous finissez quand les cours comme ça, là? Fin juin? Ah, ok, d'accord. Parce qu'elle a déjà un mois pour la vacances. Ok, d'accord. Parce que du coup, là, je suis en examen, donc ça, je ne vous ferai pas cours avant début juin. Donc ça se trouve, ce sera le dernier cours qu'on fait ensemble, je sais pas. Ah là là, je sais que vous êtes dégoûtés, putain. Ensuite. Oh, mini pause. Attendez, je réponds là. C'est pas très. Attendez.
Allez, on est parti. Du coup, on parlait de régulation acido-basique, on va parler de régulation du milieu intérieur, mais vraiment survolé. Ce cours n'est pas très compliqué. J'ai enlevé je ne sais pas si les gens ont regardé le cours, mais à la fin, il y a une grosse partie sur hydratation, déshydratation et tout. C'est super bien expliqué, donc je me suis dit que ça ne sert à rien que je vous le mette ici. Et voilà, sinon il y a à peu près tout. Donc dans notre corps, on a des milieux liquidiens, on a du liquide de partout, on a du plasma, on a de l'urine, on a du sang, on a plein de choses. Du coup, on peut scinder ça en 2 compartiments et 3 milieux différents. C'est 2 compartiments, 3 milieux. Dans les compartiments, il y a les milieux. 2 compartiments intracellulaires, donc tout ce qui est dans la cellule, et le compartiment extracellulaire, tout ce qui n'est pas dans la cellule. Du coup, dans ces 2 compartiments, on a 3 milieux qui sont ici, on voit mal. On a le milieu en fait qui est intracellulaire, tout simplement, qui va dans celui-là. Et on a le milieu interstitiel, donc dans l'extracellulaire, c'est entre les cellules et le sang. Et le milieu plasmatique, milieu sanguin, milieu plasma lymphique, il y a la lymphe aussi. Ouais. Donc compartiment interstitiel et compartiment plasmatique ou compartiment sanguin, c'est dans l'extracellulaire. Donc par convention d'écriture et de vocabulaire, on dit plutôt 2 compartiments, 3 milieux. On a des séparations entre les compartiments qu'on va voir après. Donc les milieux, ça c'est vraiment le cours, il y a des bonnes images dans le cours pour bien apprendre. Donc là, ça reprend tout simplement ce que je viens de dire. Et au niveau des solutions, donc qu'est-ce qui transite dans tout ça? On a des micromolécules électrolytiques, donc on a des ions, des petites particules chargées. On a des colloïdes. Les colloïdes, c'est plus mucus. Les colloïdes, c'est les solutions qui sont un peu pâteuses, le mucus, tout ça. Et on a des macromolécules, ce sont des molécules plus grosses. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais par exemple, en gros, O2, c'est une petite molécule. Et si vous avez Na plus PO2 4 moins, ça sera une macromolécule, tout simplement. Donc voilà, plusieurs choses qui circulent dans tous ces milieux. Et ensuite, il y a un petit détail ici, là. On a d'autres milieux qui sont moins importants et moins catégoriels, en fait. Du coup, on a le liquide céphalorachidien. Ça, c'est plus au niveau des solutions qui circulent. Le LCR, on a la salive, qui est un milieu un petit peu aussi. Le liquide synovial qu'on retrouve dans les articulations. Les sécrétions digestives et l'eau du globe oculaire. Et il y a aussi de l'eau qui est un peu partout. Donc là, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est 2 compartiments, intra-extracellulaire et les 3 milieux, intracellulaire, interstitiel et plasmatique. Dans le milieu plasmatique, je répète, on voit le sang et aussi la lymphe. La lymphe, ça compte dedans. Les barrières entre les compartiments. On a 2 types de barrières principales. On a soit la membrane plasmique, donc c'est ce qui est autour de la cellule, soit les tissus barrières, qu'on retrouve au niveau, par exemple, des vaisseaux avec l'endothélium. Donc d'abord, on parle de la membrane plasmique. Ce schéma est très bien, bon, là pour le coup, ce n'est pas le principe du cours, mais il est très bien expliqué si vous voulez retenir les choses. La membrane plasmique, c'est ça. C'est une double couche phospholipidique. Pourquoi phospholipidique? Parce que vous avez ici des formations en fait, avec du phosphore et des lipides. En gros, toutes ces parties-là, il y a toujours une tige ici qui est hydrophobe, donc qui craint l'eau, et 2 têtes, une à l'intérieur de la cellule. Imaginez la cellule qui est fermée comme ça. Donc là, c'est dans la cellule, là, c'est à l'extérieur. Vous avez toujours une tête du coup qui est hydrophile qui va vers l'intérieur de la cellule et une tête hydrophile qui va vers l'extérieur de la cellule. Donc hydrophile, ça aime l'eau, hydrophobe, ça aime pas l'eau. Donc ça, c'est la membrane plasmique, elle est comme ça. Et dans cette membrane, vous avez plein de choses. Vous avez pas fait du E2 encore? Non. Vous avez plein de choses. Vous avez des protéines transmembranaires comme ça, des protéines cytosoliques qui partent ici, des protéines extracellulaires qui font comme ça, enfin plein de trucs, des canaux, plein de choses. Et du coup, au niveau des compartiments, au niveau du milieu en fait, intracellulaire, est séparé du reste par cette membrane plasmique. Okay. Membrane plasmique, c'est séparation entre le milieu intracellulaire et compartiment extracellulaire.
Et dans ces membranes plasmiques, on a plusieurs transports qui sont permis au niveau des solutions qui passent, des électrolytiques et tout. On a 3 transports. Soit le transport va être passif, donc de là à là, ça passe tout simplement comme ça, sans problème. Ça, c'est l'eau, les aquaporines. Il y a des molécules particulières qui sont des espèces de canaux tout simples, qui ne laissent passer que l'eau, de façon complètement simple. Ce n'est pas représenté ici. On a soit le gaz. Si vous avez du gaz ici, qui passe de manière passive ici, parce qu'en fait, c'est cette membrane phospholipidique, de manière générale, elle est plus hydrophobe. Du coup, tout ce qui est liposoluble, tout ce qui aime la graisse, qui n'aime pas l'eau, du coup, va passer facilement. Okay. Donc, le gaz diffuse passivement. Et du coup, les molécules liposolubles, pareil, elles diffusent passivement. Parce que toute cette partie-là, en fait, est liposoluble. Ça, c'est transport passif. On a le transport facilité. Le transport facilité, c'est quand on a une molécule qui va passer plus facilement avec des canaux qui vont l'aider. Ils ne vont pas faire un grand travail, mais ils vont l'aider avec des petits boosts en fait, énergétiques, des petits trucs de pression, etc. Ça, c'est le transport facilité. Tous ces canaux ioniques et tout, ça marche comme ça. Les canaux ioniques, vous savez, c'est les trucs qui s'ouvrent, il y a un ion qui vient sur le canal, ça s'ouvre, la molécule peut passer. Ça, c'est le transport facilité. Et on a les transports actifs. C'est les transports qui vont aller contre le gradient de concentration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une cellule, vous avez par exemple, si on va parler du potassium, dans la cellule, il y a beaucoup de potassium. Donc, le potassium, c'est K+. Beaucoup de potassium. Et à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de potassium. Donc, normalement, quand dans l'équilibre, en gros, la régulation du milieu intérieur, les choses vont vouloir se compenser. C'est-à-dire que si c'est trop concentré à un endroit, normalement, ça va aller vers l'endroit le moins concentré pour que ça soit égal. Okay. Et pourtant, dans le corps humain, on a toujours normalement, plus de calcium, de potassium à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a des transports actifs qui vont contre ce gradient logique, contre ce gradient de concentration. C'est-à-dire que normalement, quand on a plus de K+, je vais y arriver ici, il devrait sortir par là. Et bien non, on a des canaux spéciaux, des canaux, notamment ici, c'est des pompes, ça s'appelle des pompes. Pompe K+ ATPase. En gros, c'est une pompe qui va pomper les potassiums avec l'aide de l'ATP. L'ATP, c'est le substrat énergétique du corps, ce qui donne de l'énergie. Du coup, quand on a des pompes comme ça qui font des transports actifs, ça va combattre le gradient et ça va aller à l'encontre de la logique en fait, régulatoire. Du coup, au lieu de virer les K+ vers l'extérieur, la pompe va quand même continuer à apporter des K+ à l'intérieur. J'ai beaucoup parlé, mais est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est le membrane plasmique. Et on a ensuite les tissus barrières. Donc les tissus barrières, on les retrouve un peu partout au niveau des organes. Donc je vous lis clairement parce que c'est très bien expliqué. Hein. Les cellules qui bordent la structure sont disposées côte à côte, mais leur jonction laisse passer l'eau et les petites molécules dissoutes. Ce sont des membranes de type hémiperméable. Donc au niveau des organes, on a des tissus barrières, qui comme ça. Ce sont des membranes hémiperméables, ça veut dire qu'elles laissent passer certaines choses et d'autres qui ne laissent pas passer. Les jonctions au niveau de ces tissus sont des jonctions qui sont soit serrées, donc il n'y a pas de port très important, du coup ça laisse passer beaucoup moins, soit des jonctions qui sont lâches et ça laisse passer beaucoup plus de choses. Notamment, il y a deux exemples qui sont complètement opposés à retenir, c'est le cerveau et le rein. Au niveau du rein, on a des tissus barrières qui sont lâches et perméables. On l'a vu tout à l'heure avec le néphron, avec le glomérule, le tubule. À ce niveau-là, le tissu est très fenestré et très lâche. Du coup, la filtration est facile. Il y a beaucoup de choses qui vont passer, des gros déchets et tout. À l'inverse, au niveau du cerveau, la barrière hémato-encéphalique, BHE, vous verrez souvent ce mot, elle est très serrée. Parce qu'il ne faut pas que beaucoup de molécules arrivent dans le cerveau. C'est pour ça que beaucoup de médicaments sont... Attends, j'ai oublié le mot. Je ne sais plus c'est quoi le mot. Ne passent pas dans le cerveau et c'est problématique. Parce que des fois, on veut soigner le cerveau avec des médicaments. Et du fait de cette barrière hémato-encéphalique... Non, pardon. Non, c'est BHE. Bon, bref. Du fait de cette barrière-là, du coup, les médicaments, des fois, vont avoir du mal au cerveau. Et c'est pour ça qu'on a des impasses thérapeutiques, on n'arrive pas à soigner certaines choses parce qu'il y a trop de tissus fermés, en fait, à ce niveau-là. Voilà, donc les deux antipodes, c'est vraiment rein où c'est très lâche, cerveau où c'est très serré. Et un tissu barrière classique, c'est l'endothélium au niveau des vaisseaux. Pareil, l'endothélium, c'est assez serré pour pas qu'il y ait de fuite. Par contre, au niveau des capillaires, les capillaires, c'est vraiment la terminaison au niveau des poumons et tout, avec l'alvéole, par exemple. Là, c'est assez fenestré pour laisser les échanges avec CO2, O2, par exemple. Les différentes interfaces. Donc, qu'est-ce qu'on a globalement, les interfaces les plus importantes dans le corps? On a des organes qui vont fonctionner avec l'environnement. On en a 4. On a la peau,
Donc la peau est directement en contact avec l'environnement, il va faire des échanges avec l'environnement. On a les poumons, contact avec l'environnement parce qu'on respire par le nez et par la bouche. Le tube digestif, donc c'est tout ça, hein, c'est très large, il y a le foie, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, pancréas, pancréas non pas trop. Du coup, ça pourquoi avec l'environnement? Parce qu'on avale par la bouche, okay, donc ça rentre là et forcément ça ressort. Et on a le rein, pareil, le rein, pourquoi avec l'extérieur? Parce qu'on va aux toilettes pour uriner. Donc ces 4 trucs-là, c'est en contact avec l'extérieur, l'environnement. Et après, tout ce qui est au milieu, tout le reste, en fait, c'est des contacts entre les tissus, entre les organes, au sein même de l'organisme. Notamment le sang. Le sang, c'est le milieu, c'est le compartiment qui fait le plus d'échanges avec tout parce que c'est lui qui va tout donner à tous vos organes. Répartition hydrique. Donc dans le corps, l'eau, ça fait 60% du poids corporel. Donc normalement, si vous n'êtes pas en déshydratation totale, 60% de votre poids, c'est de l'eau. Elle est répartie de cette façon. Du coup, dans le liquide intracellulaire, donc dans le milieu intracellulaire, on a 40% d'eau. Okay, on a 15% dans le interstitiel et on a 5% d'eau dans le sang, plasma et tout. Ça, c'est très important à retenir. Ça, je ne sais pas pourquoi il est écrit. Si en vrai, lipides différents de liquide, pourquoi c'est écrit dans le cours? Parce que tout simplement, le poids que vous avez, c'est pas pareil si vous avez un poids surtout graisseux ou un poids surtout lié à l'eau. Voilà. La masse maigre et la masse grasse, c'est pas le détail en cours. Et le pourcentage d'eau varie avec l'indice de masse corporelle, donc ça c'est votre taille et compagnie, et avec les âges extrêmes. Donc il faut savoir que les vieux sont plus déshydratés, ont la peau plus flétrie, alors que les bébés, enfin les jeunes, ont la peau beaucoup plus choufflue, hydratée. Et une répartition un petit peu de l'eau aussi. Dans les organes, du coup, on a 70 à 80% d'eau, donc les organes sont très hydratés, c'est ça qu'il faut boire. Dans les os, dans les os, calcium, cartilage, 20% d'eau. Et dans le tissu adipeux, dans la graisse, on a quand même un peu d'eau, c'est 10%. Tissu adipeux, c'est la graisse. Donc ça, c'est la composition hydrique. On a la composition ionique. Donc tout ce qui est ion est composé tout petit. Donc LEC, c'est liquide extracellulaire. LIC, liquide intracellulaire. Donc dans le LEC, donc le compartiment extracellulaire, on a interstitiel et plasma comme milieu. Il faut savoir que dans ce liquide extracellulaire, il y a peu de différence. Entre l'interstitiel et le plasma et le sang, au niveau des composés ioniques, c'est à peu près pareil. Ça se vaut. Vu que c'est proche, ça fait des échanges, c'est à peu près stable. Par contre, entre l'extracellulaire et l'intracellulaire, c'est complètement différent, c'est en fait l'opposé pratiquement. On le voit sur ça. Tout ça, ça se représente par un ionogramme. Le ionogramme, du coup, comme son nom l'indique, c'est ce qui va calculer les répartitions en ions. Et dans cet ionogramme, pourquoi on fait les ionogrammes? Parce qu'en fait, les électrolytes, donc les trucs qui sont chargés, c'est 95% des solutés. Quand vous prenez du sang, en fait, vous avez vraiment 95% d'électrolytes dedans. Donc le ionogramme, ça ressemble à ça. Na+ sodium, K+ potassium, Ca2+ calcium, magnésium. On s'en fout un petit peu et on s'en fout même carrément. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les trois. Enfin, les valeurs ne sont pas à connaître. Je m'arrête un petit peu. C'est pas à connaître du tout. En fait, c'est la différence qu'on veut vous montrer ici. Donc, vous voyez mal sur le schéma, mais ce qui est important à noter, c'est qu'au niveau du potassium, donc K+, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de K+ dans le milieu intracellulaire. Donc, dans votre cellule, beaucoup de potassium. Et en extracellulaire, moins de potassium. À l'inverse, le Na+, donc le sodium, ben, c'est complètement opposé. Vous avez peu de sodium dans l'intracellulaire et beaucoup de sodium en extracellulaire. Focus sur la kaliémie. Donc la kaliémie, c'est la mesure du calcium. Pardon, j'arrive pas avec ce mot. Kaliémie, c'est la mesure du potassium émis dans le sang. Donc, comme tout à l'heure avec l'hypoxémie. Du coup, ces ions, alors, on mesure dans le sang, mais ça reflète aussi ce qu'il y a dans les cellules et tout. Donc l'ion K+, c'est l'ion le plus présent dans le liquide intracellulaire. Il a une influence, il influence grandement les potentiels d'action et joue un rôle cardiovasculaire important. En fait, ce potassium, c'est lui qui permet vraiment l'influx du système nerveux. En gros, c'est grâce à lui, grâce à ces changements de en fait, quand il va passer d'un endroit à un autre, il va faire des dépolarisations et c'est lui qui va activer plein de choses. Tout ce qui est électrique, c'est vraiment lui qui a un rôle majeur en bougeant comme ça, en changeant les polarités. Il va vraiment activer certains systèmes.
Il est très très important quand on a des problèmes cardiovasculaires. Au niveau de l'ECG, quand on fait des ECG, vous savez tous ce que c'est un ECG? Non, c'est les électrodes qu'on pose pour savoir la fréquence du cœur et tout avec le truc comme ça. Quand on a des problèmes au niveau des ECG, on a des, je ne vais pas dans les noms compliqués, mais il faut toujours doser la kaliémie. C'est super important. Si on a un problème kaliémique, forcément qu'on va avoir des problèmes au niveau du cœur et faire des arrêts cardiaques, fibrillation. Donc cette kaliémie elle est modifiée par quoi? Par les apports alimentaires, parce qu'on mange. Quand on mange, il y a du potassium. Par l'élimination rénale, on peut avoir des problèmes rénaux et du coup éliminer ou ne pas éliminer assez de potassium. Des transferts cellulaires, ça bouge de partout à chaque fois. Et des lyses cellulaires, quand on a des chocs traumatiques, quand on casse des cellules, souvent en fait, vu que les cellules, il y a beaucoup de potassium dedans, une lyse, c'est quand la cellule explose. Du coup, si elle explose, elle va leur relarguer à l'extérieur beaucoup de potassium. Donc lyse cellulaire, ça augmente la kaliémie. Hop, on a bientôt fini. Transfert entre compartiments. Du coup, comment se fait le transfert? Ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a des gradients. Donc des gradients de concentration, de pression, de charge électrique. C'est-à-dire qu'entre deux compartiments, vous êtes toujours à un endroit où ça sera plus chargé, ou alors plus concentré, ou alors plus intense en pression. Il va falloir équilibrer ces deux compartiments. C'est ce qu'on appelle des gradients. Et c'est ce qui fait la force motrice, la force de mouvement. Deux exemples. On a un exemple de concentration ici. Donc, dans ce milieu-là, il n'y a pas de membrane. Okay. On a un milieu qui est plus concentré, un milieu moins concentré. Le gradient est dans ce sens-là. Il va vouloir équilibrer, donc ça va aller plus ici. C'est un gradient de concentration. Ça va du plus concentré vers le moins concentré. C'est exactement pareil pour les charges. Beaucoup de négatifs, beaucoup de positifs. Donc là, les deux vont bouger ensemble. Là, ici, comme c'est vraiment unilatéral, ici. Là, les deux vont bouger ensemble. Du coup, vous avez un gradient qui est électronique. D'accord? Là, il n'y a pas vraiment de sens, vu que du coup, les deux se compensent mutuellement. Donc, tout ça pour que en fait, ça soit neutre. Le but, c'est que ça soit à peu près moins et plus de partout de la même façon. Ça sont des gradients. Donc, il y en a trois. Hein. Concentration, pression et électrique. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est des transferts qui sont normaux, on va dire, par les gradients. Et quand vous avez des transferts actifs, c'est quand on va aller à l'encontre de ça. Du coup. Là, un transfert actif, typiquement, ça fait du coup, les moins concentrés qui vont vers le plus concentré. Ça s'est permis par un canal, par exemple, une pompe, qui viendrait à l'encontre du gradient. Okay. Ensuite, donc là, on avait vu des transports sans membrane. Mais des fois, on a des membranes, sur des séparations du moins, notamment au niveau des tissus barrières et surtout des tissus barrières. Ça va donner l'osmose, le principe d'osmose, de pression osmotique. Donc, quand vous avez un compartiment avec une membrane au milieu, vous avez du coup deux milieux. Ça, c'est de l'eau, quand il n'y a rien dedans, là. Ça, c'est des solutés. Du coup, quand il n'y a rien, ou que c'est semi-perméable, que ça laisse passer quelque chose, du coup, ça va s'équilibrer. Okay, donc, ça va s'équilibrer. Trop concentré, ça va aller là. Pas concentré, ça va essayer d'équilibrer un peu ici. Vous n'avez pas de pression osmotique. Quand vous avez une membrane qui, du coup, ne laisse passer qu'un seul truc, que quelques trucs, vous allez avoir, du coup, un déséquilibre. L'eau, par exemple, va pouvoir passer. C'est le cas des membranes hémiperméables. L'eau peut passer. Par contre, les solutés qui sont trop gros et trop denses ne peuvent pas passer. Donc là, l'équilibre va être différent. On ne pourra pas venir à l'équilibre total. Donc l'eau va passer, parce que c'est trop concentré ici. Et du coup, en passant ici, et avec eux qui ne peuvent pas passer, l'impact qu'ils vont faire sur cette membrane, ça va créer une pression osmotique. La pression osmotique, c'est une pression qui est due au non-passage des molécules qui ne sont pas diffusibles, en fait. Okay. Toutes les molécules qui ne peuvent pas passer les membranes, elles vont venir taper contre cette membrane, contre ce tissu, contre cette barrière, et créer une pression osmotique. Au niveau vraiment définition, la pression osmotique ou oncotique, en fait, pression osmotique, c'est quand il n'y a que de l'eau et des solutés, et pression oncotique, c'est quand il y a des grosses protéines. C'est la même chose. La pression osmotique, c'est égal en valeur absolue à la contre-pression qu'il faudrait exercer sur la colonne d'eau pour empêcher le déplacement d'eau. On l'appelle pi. Donc, pression osmotique, c'est pi. Et en fait, ça, c'est très physique, c'est très chiant. Du coup, la pression osmotique, en fait, c'est la pression qu'il faudrait mettre sur l'eau, ici, là, pour éviter qu'elle passe. Malgré qu'elle doit y aller pour équilibrer, c'est la pression qu'il faudrait mettre ici pour éviter qu'elle passe. Mais en gros, ça, c'est vraiment définition pure et simple. Mais vraiment, le but de la pression osmotique, c'est
les protéines qui tapent et qui ne peuvent pas passer. Ça, il faut retenir. Et on l'appelle pi. Tonicité, ça c'est un petit détail. Tonicité, c'est la propriété d'une solution à modifier ou pas le volume d'un compartiment situé de l'autre côté d'une membrane non perméable aux solutés. Donc modifier le volume cellulaire. Tonicité, c'est lié à pression osmotique en fait, par rapport aux protéines qui ne peuvent pas passer. Et en fait, c'est de quelle façon un composé va changer de volume, va bouger, selon si les trucs passent ou pas. On s'en fout un peu, ce qu'il faut retenir, c'est l'exemple qui tombe beaucoup. Il existe des solutions qui sont isotoniques, hypertoniques ou hypotoniques. Si vous prenez deux choses, par exemple le plasma, une solution hypertonique au plasma, c'est une solution qui sera plus concentrée que le plasma, avec plus de soluté. Hypotonique, moins concentré, isotonique, pareil. Du coup, l'ajout en intraveineuse, donc si vous mettez des composés, des perfusions par exemple, en intraveineux, selon si vous mettez de l'isotonique, de l'hypotonique ou de l'hypertonique au plasma, il va y avoir des mouvements de soluté, des mouvements de molécules. Et ça peut changer les volumes de certains composés. C'est la tonicité. Du coup, dans le sang, l'impact majeur, c'est de modifier les hématies. Les hématies, si vous les mettez dans certains milieux, elles vont plus ou moins avoir des échanges et changer de forme. Du coup, une hématie normale, c'est celle-là. C'est un disque anucléé, donc il n'y a pas de noyau, une cellule, hein, biconcave. Donc quand on la met, quand elle est dans le plasma, et que dans le plasma on rajoute une solution isotonique, il n'y a rien à se passer. Les deux seront pareils, il n'y aura pas de mouvement de contraction par rapport à un gradient. Par contre, si on met cette hématie dans un plasma avec une solution qui est hypertonique, vous avez d'un côté l'hématie dans le plasma, tout va bien. On rajoute de l'hypertonique, donc c'est trop concentré. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau de l'hématie va vouloir équilibrer le trop de concentration. Donc l'eau d'ici va aller dans l'hypertonique pour équilibrer. Et du coup, en faisant ça, l'hématie va perdre du volume, va se rétracter. On a ça, elle va avoir une forme bizarre. Un aspect crénelé. À l'inverse, si on met l'hématie ici et une solution qui est hypotonique, okay, du coup, là, c'est trop concentré l'hématie. Du coup, c'est l'hématie qui devient hypertonique. Et le liquide ici va aller dans l'hématie pour venir diluer ce surplus. Et du coup, en allant dans l'hématie, elle va la gonfler jusqu'à un point critique, on va avoir une explosion de l'hématie, c'est l'hémolyse. L'hémolyse, c'est hématie qui lise, qui explose, hémolyse. Et c'est très très grave, parce qu'on a des hémorragies du coup. Donc ça, hypotonique, hypertonique, il faut bien comprendre, en fait, c'est par rapport à un système de gradient. Trop concentré, pas assez concentré, on a des mouvements. Donc on a vu la pression osmotique, c'est la pression vraiment des protéines qui tapent contre la paroi. Et en fait, on a la pression hydrostatique. Là, c'est vraiment lié qu'à l'eau, en fait. Donc, on a la pression hydrostatique plasmatique, donc c'est l'eau dans le plasma, et la pression hydrostatique interstitielle, donc dans le compartiment extracellulaire. C'est exactement pareil, en fait, c'est un peu le même système d'équilibre. Si la pression hydrostatique dans le plasma est supérieure à la pression hydrostatique dans l'interstitium, qu'est-ce qui va se passer? On va équilibrer. Du coup, il y a de l'eau qui va passer dans l'interstitiel. Encore une fois, pour remettre à la même balance. À l'inverse, si la pression hydrostatique interstitielle est supérieure à celle plasmatique, ben, l'eau va re-rentrer dans le plasma. Ce cours, c'est que des balances et que des compensations. C'est pareil dans tous les milieux, ça. C'est valable de partout. À condition que l'eau puisse passer, bien sûr. Du coup, il faut comprendre ce truc un peu abominable. L'équilibre de Starling. L'équilibre de Starling, c'est ce qui se passe entre une artère, le milieu interstitiel et les cellules, et une veine. On a une pression de filtration, PF. C'est le bilan net des différences de pression hydrostatique et osmotique. Donc on prend à la fois l'eau et les protéines, on voit ce qu'elles font, on fait un calcul qui est celui-ci, et du coup on va savoir dans quel sens les composés vont aller. Si on va filtrer ou résorber au niveau du sang. Donc qu'est-ce que c'est? C'est pression de filtration, c'est égal à le différentiel des pressions hydrostatiques moins le différentiel des pressions osmotiques ou oncotiques, c'est pareil. Donc en gros, c'est la différence de pression de l'eau moins la différence de pression des protéines. Ils ne peuvent pas passer les barrières, ou alors ils peuvent les passer, mais un petit peu. La filtration, ce sera qu'on aura sorti des liquides d'un compartiment. Donc quand, dans l'artère, vous avez des solutés qui arrivent et que ça va dans les cellules, on va filtrer. Okay. Comme pour le rein. Alors on avait le néphron, l'artère, ça filtrait vers le rein. À l'inverse, réabsorption, c'est quand ça retourne de ça
faire ça. Une filtration, c'est quand ce PF sera supérieur à 0. Une réabsorption sera quand ce PF sera inférieur à 0. Pareil, pas de calcul pour ça. Là, c'est un exemple avec des calculs, pas des noms, et c'est pas calculé. Donc, ce qui se passe, l'équilibre de Starling au niveau vraiment appliqué, on a une artère qui arrive, on va dire que c'est par exemple le néphron pour rester dans le thème du rein. On va dire que c'est le rein ici. L'artère arrive. Là, il y a des valeurs, je vous laisse regarder bien en détail, hein. Mais il y a des valeurs, du coup, il faut juste faire ça. Donc, pression hydrostatique, 25, moins 5, ça fait 30. Bref, ça fait un certain nombre. En fait, quand on fait la soustraction des deux, on arrive à un PF qui est égal à plus 12, supérieur à 0. Donc, il y a une filtration. Il y a trop de pression ici, trop de concentration, en fait. Du coup, on va venir équilibrer en envoyant ici. Et bien ici, après, au niveau du veineux, c'est exactement la même chose, mais en réabsorption. Il y a eu trop de choses ici, du coup. Donc, on va renvoyer dans la veine. Et en fait, c'est le principe même de l'organisation du corps. Quand vous avez votre O2 qui arrive dans le poumon, vous alimentez votre sang, vous l'oxygénez. Ce sang va aller alimenter des organes, notamment par exemple des muscles. Vous avez besoin de courir, votre muscle veut fonctionner. Le sang arrive, il a plein de protéines, il est chargé en plein de nutriments pour votre muscle. Il va les donner dans votre muscle qui en manque. Ce muscle va fonctionner. Il va fonctionner tellement qu'il va créer plein de déchets. En créant plein de déchets, il va être trop concentré. Du coup, il va les renvoyer dans la veine. La veine qui, elle, du coup, va retourner dans le cœur et va relâcher les choses, etc. Et c'est une boucle comme ça. Ça va? Du coup, les déséquilibres de Starling, c'est tout simplement qu'il y a des problèmes au niveau de ces chiffres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes si la pression hydrostatique augmente trop. Si la pression est trop forte, on va trop filtrer, par exemple. Donc là, ils ont mis un exemple des chaussettes serrées. Ah ouais. Par exemple, si vous avez trop de pression dans votre veine, si la pression est vraiment trop forte, il y aura des problèmes au niveau du retour veineux et vous aurez des problèmes juste au niveau des veines, surtout au niveau des jambes, ça arrive souvent. Si on n'a pas assez de protéines, enfin, si on a une hypoprotéinémie, donc pas assez de protéines, pareil, on va avoir des insuffisances qui font que les mouvements se font mal. Là, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas trop de détails à savoir, mais voilà, dès qu'en fait un facteur est trop augmenté ou trop abaissé, bah forcément, ça va changer les chiffres. Ça peut faire des problèmes dans le continuum logique de la filtration-réabsorption. Ok, c'est un peu détail, je pense pas que ce soit vraiment très primordial, c'est vraiment la base à comprendre. Pareil, ça c'est détail par contre. Au niveau de la perméabilité capillaire, si vous avez des problèmes de perméabilité au niveau des barrières, si c'est trop perméable ou pas assez perméable, effectivement, pareil, vous aurez trop de réabsorption de filtration, et ça c'est assez grave. Covid, notamment. Quelques aspects cliniques pour finir, après c'est bon. Donc ça, pareil, on vous en parle un petit peu. Du coup, qu'est-ce que ça fait, ces problèmes de... Si c'est trop réabsorbé, trop filtré, trop de fuite de protéines, trop de fuite de plasma, etc. On peut avoir soit des hyperhydratations. Donc, hyperhydratation, on voit comment? C'est le signe de l'œdème. Si vous avez trop de fuite de plasma dans le interstitiel, donc si votre plasma quitte votre sang et va dans l'interstitium, vous allez avoir des œdèmes. En fait, quand vous appuyez dessus, il garde la forme. Il faut un creux. Ça, c'est un signe d'hydratation. Vous avez trop d'eau, de plasma, dans votre interstitium. Déshydratation, on le voit chez les vieux, c'est quand vous pincez votre peau et que ça reste pincé. Et là, la forme reste comme ça. Ça, c'est un signe de déshydratation, du coup. Vous avez le pli cutané. Et on peut avoir aussi des œdèmes quand il y a des fuites de plasma ou d'eau dans le cerveau. On peut avoir des œdèmes intracérébraux qui sont beaucoup plus graves. Et du coup, qui vont venir combler les espaces de votre cerveau. Là, bon, vous verrez sur le truc, mais là, c'est un cerveau normal. Et là, c'est un cerveau où on vient combler un peu tous les espaces, les ventricules, etc. Ça comprime le cerveau, ça repousse les endroits et c'est grave. Et du coup, tous ces trucs-là, tous ces problèmes osmotiques, qu'est-ce que ça donne? Ça donne AEG, c'est un truc que vous reverrez souvent, altération de l'état général. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ça? Asthénie, c'est une fatigue. Ça peut aller, en cas extrême, à la convulsion, au coma. Et après, voilà, les problèmes, quand on est hyperhydraté, on prend du poids et on a de l'hypertension artérielle. Si on a trop d'eau dans notre sang, forcément que ça va trop comprimer l'artère et ça va faire de l'hypertension. Et déshydratation, on perd du poids, et à l'inverse, on est en hypotension. Voilà. Merci. Merci.